Bonsoir à tous. Alexis, vous me confirmez que vous êtes connecté? Oui, je suis bien connecté. Ariane aussi, vous êtes bien connecté? Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue. Donc, je suis Élise Alphonse. Je travaille au service communication de CCMO Mutuel et je suis ravie de vous accueillir ce soir pour une nouvelle conférence sur un sujet assez difficile qui est les addictions. Une étude 2021 révélait que les comportements addictifs étaient en augmentation. Quelques chiffres. 21% des Français déclarent consommer plus d'alcool. 60% ont augmenté le temps sur les écrans et 35% ont déclaré fumer davantage. Donc, pour aborder ce sujet encore tabou des addictions, nous allons recevoir deux experts avec lesquels nous allons définir ce qu'est une addiction, les signaux d'alerte, et ils nous expliqueront quand, comment et pourquoi aborder le sujet. J'ai été informée que notre directeur général, Paul-Henri Mainviel, était présent à la conférence ce soir, donc je souhaiterais l'accueillir et lui proposer de nous dire quelques mots. Bonsoir Paul-Henri. Oui, merci Élise. Bonjour à tous. Je ne vais pas mobiliser la parole ce soir, bien sûr. Je suis satisfait de voir qu'il y a un certain nombre de gens qui sont connectés. Ça veut dire qu'on répond à un vrai besoin. Vous allez traiter ce soir un sujet qui est sensible, qui est très difficile à aborder. À la CCMO, nous avons à cœur d'aller au-delà de notre mission de remboursement de soins et d'essayer de traiter, d'aborder des sujets qui peuvent impacter chacun dans son quotidien. Donc j'espère que ce soir, pour ceux qui sont concernés, qui ont des proches concernés, vous allez avoir des réponses à vos questions, vous allez avoir des pistes d'accompagnement et pour ceux qui seraient dans cette situation, pouvoir être accompagnés sans tabou dans un cheminement vers la guérison, puisque la guérison est possible des addictions. Et voilà, je ne monopoliserai pas plus la parole. Élise, à toi. Merci, Monsieur Mainviel. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous présenter nos intervenants. Donc, Alexis Péchard. Alexis, bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre métier, s'il vous plaît? Oui, alors bonsoir déjà. Merci pour cette invitation. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir en ligne pour parler effectivement, vous l'avez dit, d'un sujet tabou, encore tabou en 2022, même si avant de vous parler de mon métier, j'avais quand même envie de rebondir là-dessus. Je dirais un point peut-être positif lié à la crise sanitaire, c'est que la crise sanitaire peut-être a permis d'en faire un sujet légèrement moins tabou sur cette thématique dont nous allons parler ce soir. Alors, mon métier, effectivement, donc, je suis addictologue. Je travaille au cabinet GAE Conseil, qui est une structure qui est spécialisée exclusivement dans la prévention des pratiques addictives en milieu professionnel. Alors, ce soir, je vais avoir un discours qui est plus large que celui du simple milieu professionnel. Mais c'est vrai que, si je puis dire, mon terrain d'exercice au quotidien est plutôt celui de l'entreprise. Qu'est-ce que je fais concrètement? Je suis plutôt du côté de la prévention, donc je vais être amené à accompagner des entreprises, des collectivités, des associations, tout secteur d'activité, de toute taille, dans la prévention et la lutte contre les pratiques addictives. Donc on reviendra, je pense, au cours de cette conférence sur ce qu'on entend par pratique addictive. Et puis nous accompagnons aussi des collaborateurs qui sont en situation de difficulté et qui nous sont orientés par des services prévention, par des services RH et par des confrères en médecine du travail qui nous orientent des salariés qui ont une ou parfois plusieurs addictions. Donc voilà un petit peu quel est mon métier. Merci Alexis. Nous accueillons aussi Ariane Pommery de Villeneuve. Ariane, vous êtes patiente experte. Vous pouvez nous dire ce que c'est qu'un patient expert? Bonsoir à tous. Bon, écoutez, merci de m'inviter ce soir à venir parler de ce sujet, effectivement, comme le dit Alexis, qui est un tout petit peu moins tabou. Alors, un patient expert, c'est une personne, alors en addiction, hein, parce que là, c'est le sujet qui nous concerne. C'est une personne qui est passée par l'addiction, qui s'est rétablie, qui va bien, et qui a suivi une formation spécifique, d'abord pour en apprendre plus sur sa maladie, donc il a une connaissance fine de sa maladie, mais en plus qui a suivi cette formation pour aller
aider ses pairs, et puis pour aller aussi faire des formations dans des entreprises, pour aller avoir aussi des missions de représentation. Voilà, donc on est vraiment à la nouveauté c'est un nouveau métier, effectivement, puisqu'il il y a une certification de patient expert qui est en voie de reconnaissance. Merci Ariane. Donc, côté pratique, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les adresser via le chat. Nous les collecterons et les poserons aux experts en fin de conférence. Donc, pour commencer, Alexis, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est une addiction? Alors, je vais vous y répondre, mais avant cela, je vais vous parler déjà de la distinction qui est très importante entre ce qui relève d'une pratique addictive, vous l'avez entendu dans ma présentation, et ce qui relève d'une addiction, parce que ce n'est pas la même chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre langage courant ou quand on lit la presse, le mot addiction, il est employé un peu à tort et à travers, et pas toujours dans le sens, en tout cas, que je souhaite que l'on donne aujourd'hui, ce soir, dans une conférence sur cette thématique. Alors, la pratique addictive, qu'est-ce que c'est? Ça va concerner finalement une majorité d'entre nous, moi le premier. Le fait d'avoir une pratique addictive, ça veut dire faire usage de quelque chose. Cela peut être usage d'un produit, une consommation d'un produit dit psychoactif, comme l'alcool, le tabac, comme le café, le thé, qui sont aussi des produits psychoactifs. Mais ça peut être aussi d'un comportement. On va peut-être y revenir aussi un petit peu ce soir. Autre grande famille de pratiques additives, il y a un certain nombre de comportements qui peuvent engendrer des situations de dépendance. Alors, je pense à quoi? Je pense en premier lieu au smartphone, bien sûr. Je pense qu'on est pas loin de 90% de Français à avoir aujourd'hui au moins un objet connecté à Internet à travers un téléphone portable. Mais on va retrouver la pratique du sport qui peut engendrer des addictions, le travail aussi, les achats compulsifs, les jeux de hasard et d'argent, etc. Donc, tous ces comportements qui peuvent engendrer une situation de dépendance. Donc, la pratique addictive, c'est quoi? C'est faire usage d'eux. Cet usage n'est pas forcément problématique ou à risque. Il peut le devenir, bien sûr, mais on peut consommer de l'alcool sans être dépendant et se lever le matin en état de manque, au même titre que l'on peut jouer à des jeux vidéo sans être nécessairement dans l'addiction. Donc, c'est ça, la pratique addictive. L'addiction, maintenant, qu'est-ce que c'est? Là, pour le coup, ça va concerner beaucoup moins de personnes, fort heureusement. On est cette fois sur une maladie qui est chronique, une maladie qu'on dit biopsychosociale, qui est complexe, qui est fait de haut et de bas. On y reviendra probablement aussi ce soir, peut-être avec le propos d'Ariane. C'est une maladie qui va se caractériser par le fait qu'il y a un besoin qui est totalement irrépressible, qui n'a plus rien à voir avec la volonté. On y reviendra aussi au cours de cette conférence, c'est très important. Donc, c'est un besoin totalement irrépressible que de consommer ou de pratiquer un comportement, et ce, en dépit de toutes les conséquences négatives que va avoir l'addiction sur le plan de la santé, sur le plan des relations, au travail, dans la famille, dans le couple, etc., etc. Donc, c'est vraiment au détriment de toutes les autres activités. Donc, l'addiction, c'est ça. L'addiction, c'est une maladie chronique, j'insiste là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas addict ou malade le lundi et on ne l'est plus le mardi. La maladie, elle s'inscrit malheureusement dans la durée. On n'est plus donc dans le registre de la prévention, on est dans le registre du soin qui nécessite du coup d'avoir un accompagnement spécialisé. Et donc là aussi, on y reviendra, je pense, dans les questions ce soir concrètement. Comment est-ce que l'on peut se sortir d'une addiction? Quels sont les acteurs? Donc tout ça, c'est des points qu'on va aborder ce soir. D'accord. Vous pouvez nous parler des critères de dépendance? Oui, alors effectivement, à partir de quand sommes-nous dépendants? C'est peut-être une question que l'on se pose assez régulièrement. Donc, nous avons pour cela des critères extrêmement précis. Alors, les critères, il y en a 11. Ils nous sont donnés par l'une des deux grandes classifications internationales des maladies, qu'on appelle en l'occurrence le DSM-5, qui est publié par l'Association américaine de psychiatrie. Dans ces 11 critères, alors je ne vais peut-être pas tous vous les citer, mais l'un des premiers critères, ça va être le temps passé. Le temps passé à quoi? Le temps passé à consommer, le temps passé à récupérer, mais aussi le temps psychiquement que l'on passe à penser à l'acte de consommer, à l'acte que l'on va mettre en place pour jouer, pour dissimuler, entre guillemets, etc. Tous ces mécanismes qui vont être liés autour de l'addiction. Il y a le fait, dans les critères, la dimension de ce qu'on appelle le craving, c'est ce besoin vraiment irrépressible de consommer ou de pratiquer cette activité en dépit des conséquences négatives. C'était ce que je vous expliquais dans la définition que je vous donnais de l'addiction. On peut retrouver aussi l'abandon
d'un certain nombre d'activités dans ces fameux critères. Donc l'abandon, c'est-à-dire que l'addiction prend tellement de place que ça va se faire au détriment de loisirs, au détriment de l'investissement que l'on va avoir sur le plan scolaire, si nous sommes, ou sur le plan universitaire, si nous sommes un jeune, ou au détriment du travail, si on est en activité, au détriment d'une pratique sportive, au détriment d'aller voir ses amis, etc., etc. Voilà. Merci Alexis. Alors, on voit souvent l'addiction comme un sujet tabou. Donc, Ariane, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez et que vous nous apportiez votre éclairage. On ne vous entend pas. Merci Alexis d'avoir bien rappelé que c'était une maladie parce que c'est le cas et c'est très méconnu. Parce que souvent, quand on parle de maladie, on pense cirrhose du foie, on pense à des maladies, à la maladie physique et aux conséquences physiques de la maladie. Alors en fait, comme l'a dit Alexis, on est bien sur une maladie mentale. Hein. C'est bien des critères de maladie mentale. Et donc, j'avais envie de rajouter un critère parmi ceux que Alexis disait, parce que celui-là aussi, il me parle particulièrement. C'est ce qu'on appelle la perte de contrôle. C'est je commence à consommer et à partir du moment où je commence, en fait, je n'arrive pas à m'arrêter. Je me suis dit pourtant que ce soir, je ne fumerais que 3 cigarettes, et ben, je fume encore un paquet. Vous voyez, et puis, et avec ça, on a cette idée que de temps en temps, si je peux m'arrêter, et ben, ça veut dire que je ne perds pas le contrôle. Alors en fait, quand on croit ça, ça fait partie de ces croyances erronées, cette idée de se dire que si je suis capable de m'arrêter, ça veut dire que je ne perds pas le contrôle. Alors en fait, on peut s'arrêter, mais quand on reprend, on va reperdre le contrôle. Ça permet de ramener dans ce critère-là, vous voyez, tous les gens qui se sentiraient protégés parce que de temps en temps, il faut une pause. Donc ça me paraissait important de rajouter. Alors, oui, ça reste encore un sujet qui reste très tabou. Alors, bien sûr, c'est à différents niveaux. Alors, bon, le sujet du tabagisme, par exemple, n'est pas du tout un sujet tabou. Tout le monde va parler de son arrêt de cigarette, tout le monde va parler de sa reprise de cigarette. Ouais, ça, fait partie de ces sujets. On ne va pas parler d'une manière aussi libérée de sa consommation excessive d'alcool, de son arrêt d'alcool, de sa reconsommation d'alcool. Non, ça, c'est associé à beaucoup de sujets. C'est très, très, très honteux. Ce que je trouve, moi, assez sidérant, c'est que, en fait, je me suis livrée à ce petit exercice qui consiste à relire Zola, et notamment L'Assommoir. Et je suis sidérée, ça fait longtemps que je n'avais pas lu, hein, depuis du siècle dernier, mais je suis sidérée de voir à quel point les termes qui sont utilisés par Zola sont les mêmes que ceux que les gens utilisent quand on leur demande de décrire ce qu'est un alcoolique, homme ou femme. Ça, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes mots comme ivrogne, c'est les mêmes mots qu'on entend. Et puis également, ce que je trouve très intéressant, c'est la même approche, les mêmes idées préconçues qui sont en fait du déni. C'est... en l'espèce, Gervaise, qui est l'héroïne, dit bien que tant que son mari boit du vin, ça va. Mais quand elle découvre qu'il boit de l'absinthe, alors là, il est un ivrogne. Et en fait, ça me rappelle beaucoup de gens que je rencontre et qui me disent non, mais moi, ça va, moi, je bois que du vin, ou je bois que de la bière, c'est pas de l'alcool. Ouais, cette idée-là. Et donc, ça n'a pas pris. C'est étonnant parce que les termes sont restés les mêmes. Donc, le travail que Alexis fait dans les entreprises, et puis moi, en accompagnant aussi, et avec d'autres consultants, c'est d'aller dire non, arrêtons d'en faire un sujet tabou, il y a des critères précis. Et puis c'est pas parce qu'une personne a, en plus on est porteur d'espoir, parce que c'est pas parce qu'une personne a une addiction que, et vous l'avez dit en introduction Élise, que forcément on va on ne peut, enfin, c'est pas parce qu'une personne a une addiction, je vais y arriver, qu'on ne s'en sort pas. Voilà. D'accord. Et vous, à travers de votre témoignage, comment, à quel moment je reconnais un comportement, quels sont les signes justement de ces comportements addictifs qui vont dériver vers une pratique plutôt dépendante? Alors, c'est une très bonne question et ça va être d'autant, j'allais dire, ce qui va être compliqué, c'est que, alors, chez la femme, ça va être assez caché, plus caché. Alors, en ce qui concerne l'alcool, c'est sûr que l'alcoolisme féminin est caché, mais là, on ne va pas faire un focus Ariane, sur est-ce que vous pouvez préciser, au travers de votre expérience, dans quel contexte vous…
Oui, j'ai compris. Voilà. Moi, j'ai été. En fait, je suis une vraie. Alors, j'ai dit en introduction, quand vous m'avez demandé ce qu'était un patient expert, j'ai dit que c'était une personne qui était passée par la dépendance. Voilà. Moi, je suis ce qu'on pourrait appeler un vrai modèle d'addiction. C'est-à-dire que j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire, j'ai souffert d'alcoolodépendance et puis de tabagisme. Je ne touche plus à l'activité sportive. Je sens que je peux y avoir une dérive. Et donc, j'ai souffert de toutes ces addictions. C'est ce qu'on appelle des addictions, hein. Mais pendant très, très longtemps, parce que, voilà, de 15 à peu près 43 ans. Donc, ça veut dire que c'est un gros passé d'addict. Jusqu'à l'âge de 15 ans, je crois que tout allait bien. Et à partir de 15 ans, ça a été un peu l'année de tous les dangers parce que pour un régime draconien que j'ai fait pour séduire mon petit copain, mais en fait, j'ai plus mangé. J'ai perdu 10 kilos. Puis en fait, malheureusement, c'était beaucoup trop violent. Et au lieu de remanger normalement, en fait, moi, j'ai eu un comportement compulsif et je me suis jetée sur la nourriture en me disant, et puis quand j'ai réalisé l'horreur, je me suis dit, mais voilà, c'est pas possible, je peux pas garder, je vais pas reprendre ces kilos que j'ai mis tant de temps à perdre. Et là, à ce moment-là, j'ai commencé à me faire vomir et malheureusement, ça a été très rapide et j'ai très vite sombré dans ce qu'on appelle l'alcool, sur des troubles du comportement alimentaire, que c'est la boulimie et de l'anorexie. Donc, c'est que je mangeais et je vomissais. Donc, ça a été quelque chose qui pour moi était qui était très honteux parce que c'est pas féminin du tout, c'est vraiment. Et puis, alors, comme signaux, alors voilà, un signal qui était très fort, c'est que j'étais menue comme tout, pour ne pas dire maigre, et je mangeais à table, mais énormément. Et je me souviens de cette honte quand les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu es mince pour tout ce que tu manges? Alors qu'en fait, il y avait une autre partie de moi qui se resservait et je voulais vraiment une impression d'être dépossédée de. Alors, donc, je vais souffrir du trouble du comportement alimentaire pendant toutes ces années. Quand à 39 ans, je vais enfin trouver le bon médecin avec qui je vais pouvoir travailler. Puis à 41 ans, j'ai arrêté de vomir et d'avoir des comportements compulsifs de nourriture. Donc, ça a été pour moi une grande libération. Mais malheureusement, quand on a une nature addicte, en fait, et si le problème n'est pas traité de manière globale, vous arrêtez une addiction et puis il y en a d'autres qui reprennent. Alors, donc, quand j'ai dit qu'à 15 ans, c'était l'année de tous les dangers, c'est l'année où j'ai rencontré de l'alcool. Alors, l'alcool n'est pas un produit très addictogène, mais petit à petit, je vais prendre de l'alcool. Au début, c'est dans les soirées, puis à partir de 25 ans, ça va être tous les soirs. Je vais avoir mon rituel. Et puis, comme mon mari m'avait dit qu'il ne supportait pas les alcooliques, c'était le terme qu'il avait utilisé, je l'ai caché. Et je l'ai caché. Alors, aujourd'hui, c'est décomplexé, mais je l'ai caché dans le bac de linge, comme font beaucoup de femmes. Alors, moi, maintenant, on le fait moins maintenant, parce que vous, les garçons, la jeune génération, vous participez beaucoup plus aux travaux ménagers. Mais moi, de ma génération, je crois que mon mari ne savait pas ce qu'était un bac de linge. Je pense qu'il pensait qu'il y avait une petite Marie Poppins qui faisait tout. Mais en tout cas, je savais que jamais il n'irait là-dedans. Jamais. Et c'est effectivement le cas. Donc, ça a été là où j'ai caché mes bouteilles, et puis dans la machine à laver. Enfin, et malheureusement, en fait, donc j'ai laissé plein de signes, hein, j'ai montré plein de signes. Je montrais de temps en temps que j'étais dans un état d'ivresse, mais c'était comme j'étais. En fait, je pense que mon propre mari, comme il ne supportait pas les alcooliques, il n'a pas pu imaginer que sa propre femme était dépendante à l'alcool. J'ai laissé des signaux, hein, j'ai caché de l'alcool aussi un jour où j'en avais assez de cet alcool qui était toujours chaud. Ben, évidemment, il était toujours chaud, mon vin, il était près du sèche-linge. Évidemment, j'avais marre que ce soit chaud. Donc, j'ai eu l'idée de génie de mettre ça dans un verre doseur. Et comme il ne cuisait pas non plus, je savais qu'il n'irait pas regarder dans le verre doseur. Et puis, un jour où j'étais en train de prendre mon verre doseur, mon mari est arrivé, puis il a vu que c'était de l'alcool. Donc, voilà. Là, c'est des signaux très forts que je montre. Et puis, la cigarette, bon, c'est aussi une addiction, vraiment. Et j'avais entendu dire que fumer coupait l'appétit. Bon, ça ne m'a jamais coupé l'appétit. Je me suis juste rajouté une troisième addiction supplémentaire. Voilà. Et c'est quand j'ai senti que j'avais une consommation d'alcool qui était beaucoup trop importante. C'était tous les soirs, c'était des quantités qui augmentaient. Et puis en plus, toujours caché de mon mari. Donc, c'était quand il dormait, donc c'était la nuit. J'ai quand même montré des signaux extérieurs de visage qui étaient abîmés, quand même petit à petit, qui s'abîmaient. J'avais quand même une odeur d'alcool, hein. Alors, je ne buvais pas dans la journée, mais le soir, j'avais un comportement qui était pas très normal. Quand Alexis Alexis, il a dit tout à l'heure l'isolement, l'abandon des activités sociales. Moi, j'avais plein d'activités avec mes copines. On allait dans une petite sortie cinéma et sortie théâtre. Et petit à petit, j'ai tout abandonné parce que c'était le soir que je buvais et que je préférais boire. Malheureusement, c'est ça, c'est psychiquement. Il n'y avait que ça qui était important à mes propres yeux.
À quel moment votre entourage aurait pu réagir? Ah, vous voyez déjà là, quand je cache cet alcool quand je cache cet alcool dans le verre doseur, là, mon mari aurait pu réagir. Je pense qu'il y a plein de signes que j'ai montré avoir. Reste persuadée, en plus, pour avoir beaucoup travaillé sur la question, qu'une personne qui a une dépendance et qui montre des signes aussi grossiers que celui-là, que de boire dans un verre doseur, ou un jour, j'avais laissé une bouteille dans un sac dans un sac à sac, j'avais laissé une bouteille d'alcool vide, j'avais oublié de la descendre. Et un jour, mon mari me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette bouteille? Est-ce que tu peux m'expliquer? Et là, avec horreur, je me dis, oh, je l'ai oubliée, celle-là, j'ai oublié de la descendre. Et j'ai inventé un bobard en disant que c'était ma pauvre femme de ménage, que c'était sûrement ma pauvre femme de ménage. Bon, la pauvre, elle a été pour rien. Bon, elle a eu le droit à une augmentation, elle n'a jamais su pourquoi. Mais mon mari, vous voyez, là, c'est un énorme signal. Voilà, il y avait de quoi s'en emparer. Voilà. Quand j'ai dit aussi, j'ai verbalisé auprès de mon médecin généraliste que voilà, je trouvais que je buvais un petit peu trop, que j'avais eu l'impression à un moment donné que je buvais un petit peu trop. Enfin, vous voyez, j'enrobe ça. Et quand mon médecin généraliste me dit, vous avez vu, ce n'est pas bien de boire, bon, je me suis tue, et je me suis tue pour 10 années, parce qu'on a extrêmement honte. Et voilà, oser annoncer qu'on ne peut pas contrôler sa consommation, c'est quelque chose qui est absolument, qui est trop honteux pour qu'on puisse en parler librement. Donc, d'en avoir. Merci, Ariane. Alexis, je souhaiterais vous demander, Alexis et Ariane, quand on est témoin, quand on est dans l'entourage, c'est vrai que c'est difficile d'aborder le sujet. Donc, à quel moment et comment on peut entrer en relation et commencer à aborder le sujet? Je vais peut-être commencer sur le pourquoi, le comment, peut-être Ariane, tu compléteras peut-être le pourquoi et puis on verra le comment ensuite. Mais sur le pourquoi, peut-être le premier point auquel je pense, c'est le fait qu'on est mal à l'aise. Je pense qu'on l'a un peu abordé déjà dans nos propos respectifs. On est mal à l'aise, pourquoi? Parce qu'on a nos propres représentations sur ce qu'est la dépendance, sur ce qu'est l'addiction. Et puis aussi, on est au-delà de nos représentations qui peuvent nous dévorer de l'intérieur, on est extrêmement mal à l'aise, et notamment parce qu'on ne connaît pas cette maladie. Souvent, quand on n'est pas un professionnel, qu'on n'y a pas été confronté, qu'on n'a pas suivi voilà, une formation sur cette thématique, ben souvent, on ne sait pas, et c'est normal. Et donc, ben, ce que l'on ne connaît pas nous fait peur. Ça, c'est assez classique, et ce n'est pas propre à l'addiction, hein. Ça va être vrai sur d'autres sujets. Bien souvent aussi, ce que l'on se dit, puisqu'on ne sait pas, puisqu'on se sent impuissant, parce que l'on ne connaît pas, c'est que finalement, la personne qui consomme ou qui a une addiction quelle qu'elle soit, que ce soit des jeux ou autre, on se dit qu'elle a plein de bonnes raisons d'avoir cette addiction. Elle a sans doute plein de bonnes raisons d'aller mal en ce moment. Pourquoi? Parce que ça va mal au travail, parce que ça va pas bien dans la famille, parce que à l'école ça va pas bien, parce qu'on est victime de harcèlement à l'école. Enfin, j'en sais rien. On va adapter en fait ces contextes en fonction des personnes, des tranches d'âge, etc. Et qu'on se dit que finalement l'addiction, on va pas rajouter un problème au problème. Voyez, et on va se dire, on va préférer fermer les yeux en se disant que ne rien faire, c'est ce qui va aider la personne, plutôt que de rajouter et d'aborder le sujet de l'addiction avec quelqu'un qui va déjà pas bien. Alors qu'en fait, ce pas bien, bah, il est probablement déjà en lien avec l'addiction. C'est de se dire finalement, est-ce que la personne elle a un problème d'alcool ou de jeux vidéo ou d'addiction au sexe parce que ça va pas bien en ce moment, ou est-ce que c'est plutôt la conséquence de l'addiction? Vous voyez, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, on se débrouille plus ou moins avec, et puis on essaie de se rassurer autour de ça. Si on est dans le milieu de l'entreprise, la réaction, bien souvent, que l'on a, c'est de se dire, on n'en parle pas, parce que si j'en parle, bah, derrière, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une sanction. Donc, ne pas en parler, finalement, c'est protéger d'une certaine manière la personne. Or, en n'abordant pas le sujet, bah, qu'est-ce qui se passe? On vient d'une certaine manière valider le fait que tout va bien. Et donc, pour la personne, je vais rebondir sur l'exemple d'Ariane, quand elle parle à son médecin en lui disant, à son médecin traitant, bah, je me questionne un peu en ce moment. Enfin, c'est une porte qui est absolument phénoménale. C'est une perche absolument incroyable qui est tendue et que tous les patients ne nous tendent pas. Loin de là. C'est absolument extraordinaire d'avoir quelqu'un qui nous dit ça en consultation. Là, la perche, elle n'a pas été saisie.
J'ai perdu ce que je voulais vous dire, mais Si on voilà, croit protéger. on n'a pas tout. Pardon? Tu disais qu'on croyait protéger. On se dit, mais on Voilà, va. on croit protéger, et en fait, c'est tellement énorme que bah voilà, on est mal à l'aise et on ne sait pas. Et ça peut arriver pour des médecins. Je pense à la première mission que moi j'avais eue il y a une dizaine d'années quand j'ai créé mon cabinet. C'était auprès de médecins du travail. Et tenez-vous, la mission qui m'était confiée, c'était de leur apprendre à aborder le sujet en consultation, parce qu'ils me disaient, vous vous rendez compte, même si j'ai en face de moi quelqu'un comme Ariane qui me dit qu'il s'interroge en ce moment sur sa consommation d'alcool ou que sais-je, bah, je veux surtout pas qu'il me le dise, parce que comme moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire derrière, bah, moi, je n'aborde pas le sujet. Vous voyez, donc, bah, la première mission que j'ai eue, ça a été de rassurer ces médecins et de leur apporter les connaissances et savoir comment, justement, aborder ce sujet, pour éviter qu'on se retrouve à un moment où on va appeler quelqu'un en mode pompier, parce que finalement, c'est ça ce qui se passe au final. En n'abordant pas le sujet, la situation, ben, elle va se gangréner, ça va durer pendant des mois, des années, puis il y a un moment où on n'en peut plus. Il y a l'entourage qui craque, il y a le conjoint qui s'en va, il y a les amis qui s'en vont, il y a un problème au travail, voire on perd son permis de conduire. Enfin, il y a des conséquences à un moment donné. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre beaucoup de temps, mais il y a un moment donné, voilà, il peut se passer quelque chose. Et là, on se dit, ah bah mince, il faut faire quelque chose. Alors qu'en fait, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que ça dure. Et là, il y a un phénomène de rejet qui est violent pour la personne. Et c'est à ce moment-là où, souvent dans les entreprises, mais dans les familles, dans tous les systèmes que l'on peut prendre, on parle du silence organisationnel. Bah, c'est bien ça, c'est le silence du collectif de travail, le silence de la famille, le silence des amis vient alimenter le déni de la personne. Et donc, toutes les démarches de prévention que l'on mène, quelles qu'elles soient, visent justement par la compréhension de ce qu'est l'addiction, par le fait d'en faire un sujet non tabou, parce que c'est bien de ça dont il s'agit finalement, et en apprenant comment faire, et c'est ce qu'on va voir juste après, pour vous donner des clés avec Ariane, c'est justement de faire en sorte qu'on n'arrive pas à cet événement qui déborde, qui explose au bout de 15 ans, mais bien avant. Le but, c'est d'aborder le sujet le plus précocement possible. Donc, je vais donner la parole maintenant à Ariane pour ne pas monopoliser Voilà. la réponse et Comment, voir vous êtes comment. justement, Alexis Ariane, comment, si je suis proche et dans mon entourage, euh, je décèle un comportement addictif, une addiction, hein, je ne sais peut-être pas le formuler, euh, à quel moment je dépasse cette peur et comment je fais pour dépasser la peur d'aborder le sujet? Qu'est-ce que je... Voilà, donnez-nous... Alors, je commence avec puis tu complètes. Alors, je pense, moi, j'ai envie de vous dire le plus tôt possible. Parce qu'en fait, on va gagner des années de vie, parce qu'on est beaucoup, nous, dans les groupes de parole. Vous voyez, là, je vous ai parlé de plusieurs types d'addictions que j'avais. J'ai à la fois de l'addiction au produit, puis au comportement. On est tous à dire qu'on aurait voulu qu'on nous parle plus tôt, qu'on a perdu facilement 10 années de vie, ce qui est beaucoup. Parce que justement, les gens en face de nous n'osaient pas dépasser leur peur. Donc, plus tôt on va repérer des petits signaux. Alors, des petits signaux faibles, ça peut être, vous voyez, quand on est une femme et qu'on voit que son ami, quelqu'un de proche, met beaucoup de temps à se maquiller, est très maquillé, puis on voit bien qu'il y a des traces de fatigue. Puis en fait, il y a une partie de nous qui se dit, non, mais tout va bien. Et non, si on repère ce genre de choses, on peut aller parler de soi et les dire, tu vois, moi, je me fais du souci pour toi, je m'inquiète. Ce qui paraît très important, c'est de ne pas aller viser la personne, de ne pas dire tu vas mal, c'est dire je m'inquiète parce qu'il y a quelque chose chez toi qui a changé. Ça, il me semble que ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Vous voyez, c'est comme une maîtresse. Si une maîtresse, elle va critiquer un élève, si elle critique l'élève, elle se trompe. Si elle critique la copie de l'élève, elle fait ce petit pas de côté qui consiste à dire tu vois, ta copie, elle ne ressemble pas au travail que tu fais d'habitude. Vous voyez, on n'est pas dans une accusation, on est sur vous voyez, ce que je ressens, je te le verbalise. Ariane, tout à l'heure, vous parliez avec Alexis du déni. Il y a aussi le déni de la personne addicte. Parce que peut-être que les personnes qui nous écoutent ce soir ont déjà fait des démarches pour aborder le sujet. Et en face d'eux, ils ont une fin de non-recevoir. Non, je vais très bien. Non, de quoi tu me parles? de quoi tu me parles? Mais non, je bois juste mon petit verre ce soir
comme d'habitude, mais je ne suis pas addict. Enfin, voilà. Alors, il y a plusieurs portes d'entrée. Bon, donc, parmi les ressources d'aide qu'on va vous donner après, il y a un site qui est remarquable qui s'appelle Addicted, sur lequel on peut trouver, mais on vous l'écrira dans le chat, toutes les indications sur les addictions. Donc déjà, dire à la personne, tiens, j'ai suivi une conférence sur les addictions. Donc, on peut aller après se renseigner, aller voir sur ce site sur lequel vous avez toutes les informations sur tous les produits, les comportements, ou trouver des ressources d'aide. Donc déjà, ça permet déjà de se renseigner. Ça permet aussi d'aller poser des questions. Il y a des gens qui sont là, et qui sont des gens comme moi, des patients experts. Donc, ce n'est pas des chabots. Je connais tous les gens qui sont derrière, sont des vrais anciens addicts et qui sont spécialisés produit par produit, qu'on peut interroger de manière anonyme et qui vont répondre. Ils répondent 24 heures sur 24. Donc, vraiment, c'est un service qui est remarquable. Donc déjà, voilà. Et aller dire, voilà, j'ai appris que c'était une addiction. Si tu veux, on peut aller voilà, moi, j'ai entendu dire qu'il fallait parler de son inquiétude. En fait, voilà, il faut que je te parle de ça. Alors, la personne, peut-être qu'elle va dire occupe-toi de toi. Vous pouvez dire oui, mais voilà, moi, j'avais besoin de te dire ça. Maintenant, c'est pas parce que vous allez parler que la personne, elle va vous sauter au cou en vous disant mais merci, je n'attendais que toi. On va être la personne qui, plus on va parler à la personne, plus on va lui donner la possibilité à un moment donné de lever ce fameux déni. On dit qu'il faut en moyenne, il faut entre 6 et 20 interventions pour qu'une personne réagisse. C'est à la fois pas beaucoup, et puis à la fois c'est énorme, mais ça va dépendre des personnes. Donc avoir cette idée qu'il faut rester très humble, c'est pas parce qu'on va parler que la personne va réagir, mais au moins on aura eu l'impression qu'on a mis on a jeté une petite graine qui à un moment donné va pouvoir germer. Donc, pour vous, il faut multiplier les échanges. Il ne faut pas abandonner. Oui. Il faut, en fait, je vais vous dire, de l'intérieur, on y croit. Et à un moment donné, plus on va nous parler tout, mieux c'est. Mais sinon, on n'y croit plus. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui ne veut plus y croire qu'on est capable de s'en sortir. Donc, la meilleure défense face à cet sentiment d'échec, c'est qu'on va nier, on va dire, mais non, mais moi tout va bien, parce que c'est trop épouvantable. Et moins, comme le disait Alexis, le silence, moins on nous parle, plus on se dit, eh bien, ça n'existe pas. Parce que si ça existait vraiment, on m'en parlerait. Donc, vous voyez, ça va d'une certaine manière nous conforter dans le fait que finalement, tout va bien, parce que c'est pas problème, on nous parlerait. Et puis, il y a une autre partie de nous qui se dit, de toute façon, si on ne parle pas, c'est qu'on n'a rien à faire de moi. Et ça, c'est un vrai, de l'intérieur, une addict qui vous le dit. On est en permanence pris entre ces deux pensées qui sont à la fois contradictoires et qui sont même presque inconscientes. Et c'est pour ça que si quelqu'un de l'extérieur vient nous dire, vient nous parler, vous n'imaginez pas à quel point on en a besoin. Alexis, tu veux peut-être rajouter quelque chose? J'aimerais, si vous m'accordez 2-3 minutes encore, vous raconter l'histoire d'un patient qu'on a pu accompagner avec Ariane il y a quelques années et qui illustre bien justement ce mécanisme du déni et les différentes étapes et le fait qu'il faut justement, alors il n'y a pas de règle mathématique et on ne peut pas vous dire c'est 4 interventions, c'est 10, c'est 20, etc. On sait en tout cas effectivement dans la pratique clinique que souvent il y a eu plusieurs interventions, d'où la nécessité que d'en parler, souvent plusieurs alertes, à la fois du monde professionnel, de l'entourage, peut-être de la police avec un retrait de permis, etc. Enfin, des amis, de l'école, enfin voilà, quel que soit le contexte et la problématique. Cette histoire, c'est un journaliste qu'on a pris en charge pour une problématique alcool. Ce qui est intéressant, c'est que tout est intéressant dans son histoire parce que c'était vraiment un cas d'école. J'ai été contacté par son DRH qui souhaitait mettre en place un accompagnement pour ce salarié. Et donc, j'ai accompagné ce DRH déjà à justement comment aborder le sujet parce que ce n'était pas si simple que ça, voyez-vous. Donc, je prépare avec lui cet entretien. Puis vient le moment de l'entretien. Et là, le DRH, trop compliqué. Il est rattrapé par ses émotions, malgré toute sa bonne volonté, parce que ça reste un sujet, on l'a dit, qui est extrêmement complexe et tabou. Et finalement, est resté sur une question quasiment pendant 45 minutes, qui a été la même, qui était finalement, comment ça va pour toi en ce moment? Et le salarié lui dit, tout va bien pour moi en ce moment. Et puis finalement, il tourne un peu en rond. Et il termine l'entretien en parlant de la météo, en parlant de je ne sais pas quoi. Voilà, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Puis le salarié, il sort du bureau, il se dit, mais mince, quand même, le DRH qui me reçoit,
pour finalement me parler de la pluie du beau temps et me demander pourquoi ça va. Enfin, c'est bizarre, il y a un truc qui cloche. Et puis dans le couloir, eh ben, il croise un représentant du personnel qui était au courant de la démarche et qui lui dit: Cash, alors tu as accepté l'accompagnement pour l'alcool? Et alors là, il dit, enfin, oui, enfin, le décalage entre le truc hyper cash et l'approche du DRH qui est un peu édulcorée, entre guillemets, malgré, encore une fois, une démarche qui était vraiment bien construite. Et donc, finalement, il va voir la DRH adjointe, en l'occurrence, pour dire: mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et là, la DRH explique et propose l'accompagnement. Ce salarié arrive en consultation, je passe un peu les étapes en accéléré, et il arrive au cabinet et il est furieux. Et il me dit: mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, mon hobby, c'est de boire de l'alcool. Le soir, je suis seul chez moi, je m'emmerde. Donc, je bois de l'alcool, je ne vois pas quel est le problème avec mon employeur, je ne demande pas à mon DRH qu'est-ce qu'il fait. Ça se trouve, il a des achats compulsifs et j'en ai rien à faire et ça ne regarde pas son employeur non plus. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, encore une fois, mon hobby, c'est l'alcool. Point. Et je n'ai pas de problème, tout va bien. Bon, c'est un peu compliqué, forcément, dans ces conditions. Ariane le rencontre, je ne sais pas trop ce qui se dit en consultation, mais enfin, plus ou moins, j'imagine la même chose. Donc, ce n'est pas simple, on n'a pas beaucoup d'accroches. Et puis, il y a des examens qui lui sont prescrits. Alors, le début est un peu chaotique, il vient pas. Enfin bon, c'est compliqué. Il a des examens qui sont très mauvais. Et on se dit, encore une fois, il y a eu sa femme qui est partie, on apprend quand même. Il a perdu la garde de ses enfants, il a perdu son permis de conduire, il a cette alerte au travail, mais non, il y a toujours pas ce fameux déclic qu'on aimerait bien qu'il ait. Et puis on se dit, dernier espoir, les résultats qui sont mauvais. Et puis là, il nous dit que le laboratoire, il a perdu les prises de sang, que je sais pas quoi. Enfin, ça prend un temps pas possible. À chaque fois, des histoires à dormir debout. Et puis un samedi matin, l'hôpital nous appelle et nous dit: monsieur Untel est dans notre service, il a été hospitalisé en urgence. Et donc, on va voir ce monsieur, et ce monsieur, il pleure. Il pleure, pourquoi? Parce qu'il a une pancréatite aiguë, et que d'un seul coup, c'est comme s'il sortait du déni. Et il me dit: mais je ne comprends pas pourquoi, finalement, maintenant, je refais l'histoire à l'envers. Dans son lit d'hôpital, je me rends compte que, justement, j'ai eu peut-être une quinzaine d'alertes, et je n'ai pas compris. Mais pourquoi je n'ai pas compris? Expliquez-moi. Et donc, je lui ai expliqué en boucle, non pas qu'il ne comprenait pas ou qu'intellectuellement, il ne comprenait pas ce que je disais, loin de là. Et il était à jeun, rassurez-vous, ce jour-là. Voilà, c'était tellement difficile pour lui que d'ouvrir les yeux d'un seul coup, qu'il ne comprenait pas qu'est-ce qu'il se passait. Il avait besoin qu'on lui répète en continu quel était ce mécanisme. Aujourd'hui, c'est un patient qui est abstinent. Le déclic, on n'y est pas pour grand-chose. On était là au bon moment. C'est possible. Il a probablement touché le fond et puis il a rebondi. Il est toujours abstinent, il va bien, il est heureux. Il n'a plus ce hobby de l'alcool et il s'ennuie encore moins qu'avant parce qu'il a trouvé d'autres loisirs. Et voilà, tout ça pour vous dire que avec Ariane et puis la troisième personne qui accompagnait ce patient, on ne sait pas déclencher le déclic. Pour autant, c'est justement parce qu'il y a eu cet ensemble de choses, probablement, qui a pu avoir à un moment donné, pas au moment où on le souhaitait, parce qu'on ne peut pas vouloir pour la personne, mais qu'à un moment donné, effectivement, il y a eu cette ouverture, cette possibilité. Cette histoire, vous la retrouverez, alors je m'avance peut-être un tout petit peu, dans un support que j'ai eu le plaisir de construire avec la CCMO Mutuelle et dont je vous laisserai la primeur d'annoncer dans quelques instants. Mais c'est une histoire qui personnellement et professionnellement m'a beaucoup marqué, notamment autour du déni, parce qu'elle est extrêmement, je trouve, caractéristique de ce phénomène qui, le déni, je le rappelle, est un mécanisme de défense qui protège avant tout l'entourage, comme le mari d'Ariane ou le patient lui-même, qui protège de quoi? Qui protège d'une représentation, d'un regard des autres, d'une réalité qui est extrêmement difficile. Alexis, Ariane, si moi j'ai dans mon entourage un mari, une compagne, un enfant, un frère, une sœur, qui est dans une situation d'addiction, qui n'entend pas, qui ne m'entend pas, où est-ce que je peux trouver de l'aide? Déjà, vous voyez, quand j'ai donné le site Addicted, et je crois que vous avez mis en lien, déjà, c'est un premier recours qui me paraît très, très utile. C'est, et en écrivant directement, comme ça, on ouvre la page et puis on dit problème pour un proche avec tel type d'addiction.
Donc déjà, on va avoir d'abord des renseignements, puis surtout des ressources d'aide. Parce qu'il me semble que ce qui me semble important qu'on de laisser comme message, parmi tous ceux qu'on vous a déjà donnés, c'est celui de ne pas rester seul. Hein. De ne pas rester seul et de ne pas prendre en charge tout seul une personne qui va mal. Donc déjà, on va sur ce site, on va contacter les patients experts, on va leur dire, ça peut être une des solutions, en posant exactement la question comme je viens de vous le faire. Comme je viens de vous faire. Et puis, parce que ça va être plus proche, parce que là, ça me paraît difficile. J'ai vu les questions dans le chat, je peux répondre en privé, mais parce que et même on peut laisser nos coordonnées, mais ce qui me paraît important, c'est voilà, déjà savoir qu'il y a des personnes qui sont spécialisées pour ça. Voilà. D'accord. Et donc, on a mis le lien dans le chat. Pour la question, pour la personne qui parle de sa petite sœur, j'ai envie de dire que… Alors, Ariane, pour que chacun puisse comprendre de quoi vous parlez, on va retrouver la question pour qu'au moins… je peux vous la résumer parce que… Oui, d'accord. Oui, c'est une personne qui parle de sa petite sœur qui a des problèmes d'alcool et que en fait, ça fait 6 ans que sa petite sœur boit et que là, sa petite sœur est dans un déni. Il lui a dit… ça l'a fait quand même 3 cures, donc 3 sevrages. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de dire qu'elle est déjà dans le soin. Alors, pour cette personne-là, en fait, cette grande sœur qui nous écrit dit que ben, voilà, sa petite sœur non seulement ne veut pas d'aide, mais en plus lui dit mais oubliez-moi. Voilà. Je pense que et la question est que faire. Alors déjà, il me semble que c'est pas surtout pas oublier cette petite sœur, mais continuer à croire en la capacité de cette petite sœur à s'en sortir. Parce que c'est ce que je commençais à dire tout à l'heure. On n'a tellement pas de croyance en nous, on ne croit tellement pas en notre capacité qu'on a besoin que les autres croient en nous. Donc, peut-être qu'elle a besoin que sa grande sœur continue à lui dire, mais moi, je sais que tu as en toi tout pour t'en sortir. Voilà, déjà, première phrase. Ensuite, j'ai envie de dire, si elle a déjà fait 3 cures, bah, c'est déjà, voilà, elle est dans le soin. Alors, peut-être qu'elle peut être orientée dans un autre centre, parce que c'est peut-être bien aussi de changer d'endroit, de voir ce qui n'a pas fonctionné avec cette personne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la dépendance, c'est une maladie, et particulièrement l'alcoolodépendance, c'est une maladie qui évolue par rechute. J'aime pas le mot rechute, mais voilà, il faut qu'on fasse notre propre expérience, se dire, en fait, est-ce que je suis vraiment malade? Donc, on m'a bien dit que j'étais malade, mais est-ce que vraiment, moi, je suis comme les autres personnes? Donc, elle va retenter. On retente l'expérience. Et on se casse la figure et puis on se rend compte que, non, on va bien. Vous voyez, c'est désespérant pour l'entourage, mais il n'empêche que il faut accepter l'idée que ça peut être long. Un de mes amis, Vincent, il peut vous faire le guide vert de tous les centres de cure et de tous les centres de cure et post-cure de France. Il a fait 12 cures, il en a fait, 18. Et voilà, et à un moment donné, il a eu son déclic. Alors, je ne dis pas qu'il va falloir attendre 18, parce que c'est un côté désespérant, mais quand même, si, c'est l'illustration que… Voilà. On a une autre question, justement, qui tourne autour du même sujet. Comment on peut faire face à l'agressivité quand, justement, on essaie d'aborder le sujet avec… notamment, c'est Anne qui nous parle de sa fille. Comment elle peut aborder le sujet alors qu'elle a de l'agressivité en retour? Alexis, tu veux répondre? Oui. Ou si tu veux, je peux le faire, hein, si tu veux. Vas-y. Je commence et puis tu complètes. Eh ben, alors, une personne qui est addicte, en fait, c'est presque, j'ai envie de dire, c'est presque comme un enfant qui a besoin qu'on lui mette des limites et un cadre. Donc, si elle est agressive, cette maman peut dire à sa fille, non, tu n'as pas à être agressive avec moi. En tout cas, je ne… Vous voyez, rappeler ce cadre quand même parental, je sais bien que ce n'est pas évident, mais voilà, tu ne me parles pas sur ce ton. Il y a aussi une autre possibilité qui est de dire à sa fille, c'est-à-dire, je ne peux pas imaginer à quel point tu souffres, mais tu sais, j'ai entendu dire que c'était une grande souffrance et moi, je ne suis pas à ta place, mais voilà, encore une fois, il y a des centres d'aide, des centres pour…
pour arrêter le cannabis, ou en tout cas pour trouver des solutions pour diminuer, parce que là, c'était une question de bipolarité de cannabis. Ça, c'est une possibilité aussi. C'est pas parce qu'une personne va mal pour autant, elle doit s'autoriser à aller être odieux avec ceux qui veulent l'aider. Donc, ceux qui sont l'entourage c'est important que l'entourage pose ses limites. Non, moi, je suis ta mère, je n'accepte pas que tu me parles sur ce ton. Parce que si on ne dit pas ça, on va continuer. Vous savez, les addicts, on a de cesse de dépasser les limites des bornes. Alors, je ne dis pas que tous les matins, on se dit quelle borne va-t-on dépasser. Mais pourtant, c'est ça. Voilà, donc déjà, poser ce cadre-là. Ce cadre, il est très important et en complément, je pense que la réponse, elle s'est située surtout sur ce que vient d'expliquer Ariane. Effectivement, souvent, de ce que j'observe dans la pratique, qu'elle soit avec l'entourage privé ou professionnel, ces bornes, on a du mal à les mettre en fait. Et je vais prendre un exemple là plutôt tiré de ma pratique professionnelle, mais l'exemple type, c'est quoi? C'est si on est dans le monde du travail, on a quelqu'un qui va mal, on le sait, qui a une pratique d'addiction et qui arrive en retard. Eh bien, on ne lui dit rien parce qu'elle ne va pas bien. Et puis, dans la même équipe, le manager, il a quelqu'un qui arrive en retard régulièrement parce qu'il aime bien dormir, parce qu'il n'entend pas son réveil, parce qu'il se couche tard, parce que, voilà, enfin, pour plein de bonnes raisons, parce qu'il a du mal à être à l'heure. Lui, il va se prendre une remarque. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas malade. Vous voyez bien, les bornes et les limites, on a plus de facilité, on le sait, mais c'est pareil dans la vie privée, hein. On a plus de facilité à les poser à partir du moment où on n'est pas face à une problématique d'addiction. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on a l'impression qu'on va rajouter des problèmes aux problèmes. On se dit que le ton va monter peut-être plus facilement, qu'on va se confronter à un mur, etc. Et pourtant, et Ariane en témoigne, et là je parle à sa place, mais je sais qu'elle va acquiescer, je la vois déjà acquiescer, mais les addicts ont besoin de ces bornes et de ces limites. Et vous voyez, en consultation, et là je parle d'un point de vue purement thérapeutique, une des premières choses qu'on va leur apprendre, c'est justement ces bornes et ces limites. C'est-à-dire, c'est même pas justement tout ce que vous pouvez peut-être imaginer de ce qu'on ferait en consultation, mais on va leur apprendre aussi ça. D'accord, en consultation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire arriver à l'heure, ça veut dire prévenir s'ils ne viennent pas, ça veut dire arriver dans une tenue qui est la leur, mais en tout cas qui semble à minima adaptée, qui nous respecte et qui se respectent eux-mêmes. Donc, on va leur apprendre voilà, toutes ces choses-là qui peuvent sembler évidentes, mais parce qu'ils ont besoin de ces consultations. Je pense à quelqu'un avec qui j'avais beaucoup appris il y a une dizaine d'années. Ça m'évoque ça, hein, les bornes et les limites, et qui, en consultation, faisait venir les patients à l'époque avec un carnet qui les suivait dans le cadre de leur accompagnement. C'était comme à l'école. C'est-à-dire que le patient qui arrivait en consultation et qui oubliait son carnet, alors une fois, ça allait, deux fois, il rentrait chez lui, en fait. Pourquoi? Parce que d'un point de vue thérapeutique, on apprenait aussi les bornes et les limites de cette manière-là. Donc, c'est vraiment ça. Enfin, je pense à cette personne auprès de qui j'ai beaucoup aussi appris professionnellement et qui, justement, du point de vue, c'est un ancien malade, et qui, du point de vue des bornes et des limites, y apportait énormément d'importance, et je pense qu'il avait raison. Parce que c'est très important et que c'est quelque chose qui va surprendre probablement et qui peut faire réagir, parce que ce sont des personnes qui, on le voit dans leur comportement addictif, ne se mettent plus de limites. Et où, parce qu'on est mal à l'aise, parce qu'on ne sait pas, je reviens à ce que j'ai abordé au tout départ, ces limites, nous-mêmes, on ne les fixe pas parce qu'on est complètement dépassé par la situation. Merci Alexis, merci Ariane. On arrive presque au terme de cet échange. Alors moi, j'ai collecté quelques questions de personnes. Est-ce qu'une addiction se transmet de génération en génération? Vas-y, Alexis, vas-y. Tu compléteras. Alors, il n'y a pas de déterminisme et de fatalité, hein. Il faut pas. Alors, c'est des choses qu'on entend ou même des inquiétudes parfois ou des appels que l'on a. Je ne sais pas, Ariane, si tu en as, mais il m'arrive de temps en temps d'en avoir de ce type, de se dire, voilà, mes parents ou l'un de mes deux parents a une addiction, mon grand-père, mes grands-parents aussi, parfois deux générations. Ça veut dire est-ce que ça veut dire que je vais devenir dépendant?
Alors oui et non. La réponse, elle est non en premier lieu. Non, vous n'allez pas devenir automatiquement. Il n'y a pas quelque chose qui se transmet de cette manière-là. Il n'y a pas non plus de déterminisme ou de fatalisme. En revanche, l'addiction, elle se construit aussi dans un environnement. Et donc, on sait que, et on le voit malgré tout, dans les consultations, effectivement, on a des personnes, quand on pose ces questions-là, qui, dans leur entourage, et y compris l'entourage familial dans lequel ils ont grandi, qui ont eu des problématiques d'addiction. Donc, c'est un facteur de risque parce qu'on grandit potentiellement dans un environnement qui est sujet à l'addiction, mais ça ne veut pas dire, loin de là, que toutes les personnes qui ont dans leur entourage une personne dépendante le deviennent, loin de là. Et voilà, donc ça, c'est vraiment important. Ariane, je te laisse compléter ou réagir si tu le souhaites. Non, non, mais ce qui m'ennuie, c'est que je vois l'heure qui passe et je vois surtout d'autres questions qui arrivent dans le chat. J'ai peur qu'on n'y arrive pas à répondre à toutes. Il y a la question de. Parce que Alexis, moi, je crois que c'est complet. Je crois que j'ai rien à rajouter. D'accord. Il y a une question de Franca là que j'ai Oui, voilà, oui, justement, Franca, oui. qui justement parle des bornes des limites. Oui, que la personne, en fait, se fiche des bornes et des limites et qu'elle dit, mais comment est-ce qu'on fait pour en poser? Je crois que déjà, c'est d'apprendre. Alors, je dis de ne pas rester seul, tout à l'heure, c'est d'aller parler à un spécialiste. Il y a des groupes pour des pairs, pour des accompagnants. Il y a des groupes qui existent c'est d'abord d'apprendre à connaître ses propres limites. C'est-à-dire qu'en fait, l'addict, vous savez, il va aller sur votre terrain, il va aller. Les addicts, on est très gentils, on est très attachants. On peut utiliser ce mot que j'aime bien, mais qui reflète vraiment la réalité. Vous donnez ça, on vous prend ça. C'est pour ça qu'il faut savoir, à un moment donné, dire écoute, moi, je te dis que je te donnais, voilà, je te donne mon bras, mais je ne te donnerai pas plus. Si on annonce quelque chose, il est important de le respecter. Je pense notamment j'ai en tête beaucoup je pense à des femmes qui avaient dit à leur mari, à plusieurs qui ont témoigné de ça, qui avaient dit à leur mari, mais moi, si tu continues à boire, je te mets à la porte. Bon, et en fait, je pense à un exemple précis où ce qui a été le déclencheur pour ce fameux mari, c'est que le jour où elle lui avait dit, si tu reviens en reconsommer, moi, je te mets à la porte, et elle a mis à la porte. Il a dit que quand il s'est retrouvé sur son talus en plein hiver, et pour la femme, c'était compliqué d'accepter ça. Et bien ça a été son déclic. Donc, vous voyez, c'est apprendre à se connaître et savoir jusqu'où moi, je suis capable d'accepter. Parce qu'en posant mes limites à moi, je permets à l'addict de pouvoir se confronter à quelque chose. Merci Ariane. Encore une petite question de Agnès, qu'il a partagée également à tout le monde. Sa fille souffre d'anorexie depuis 4 ans et elle n'arrive pas à l'aider. Que faire? Comment l'aider? Je laisse répondre, Ariane. Moi, c'est très, très vaste, les addictions. Et alors, pour le coup, malheureusement, moi, c'est un sujet que je ne maîtrise pas très bien. Donc, je pense qu'Ariane, tu pourras peut-être mieux écouter. Oui, alors, déjà, j'ai envie de vous transmettre ce message d'espoir et c'est aussi pour la raison pour laquelle je suis là aussi, c'est que ne désespérez pas parce qu'on peut y arriver. Voilà, il y a des personnes on peut y arriver. Je veux dire, moi, je pense que quand tu as 39 ans, je pesais mes 39 kilos. Il n'y a pas une personne qui misait un copec sur le fait que que je sois là ce soir avec vous. Donc déjà, cette idée il faut croire dans les ressources de la personne. Et puis, alors là, c'est vraiment, ça relève vraiment du domaine médical. Alors, je sais qu'il est en train de se développer. Ça, c'est des questions à poser dans le forum des patients experts. Il est en train de se développer aussi des groupes. Alors, il existe des groupes pour entourage, mais des groupes comme les patients experts addiction, mais comme des patients experts pour la boulimie. Vous voyez, pour les troubles du comportement alimentaire. C'est en train de se développer. Donc, déjà qu'elle aille dans le. Et puis ça relève de la médecine, de toutes les façons. Pas juste un patient, c'est patients et des soignants et des professionnels. Merci Ariane, merci Alexis. Donc nous arrivons vraiment là au terme de la conférence. Nous n'avons plus de questions dans le chat. Donc je souhaitais vous remercier. Avant de clore, je voulais vous parler de notre bande dessinée. Donc avec Alexis, nous avons travaillé à l'élaboration d'une bande dessinée qui reprend l'ensemble des messages qui vous ont été délivrés ce soir. Nous venons de vous mettre le lien dans le chat si vous voulez la télécharger.
Vous retrouverez aussi à la fin de cette bande dessinée un certain nombre de contacts. Alexis, vous pouvez peut-être préciser, et puis des ressources. Effectivement, à la fin de… Alors, la bande dessinée, peut-être pour la présenter, elle reprend effectivement les grands thèmes qu'on a abordés ce soir. Et à chaque fois, vous avez une page de bande dessinée qui est complétée par un texte que j'ai rédigé à côté avec des conseils pratiques à chaque fois. Et la dernière page de cette bande dessinée, ce sont des liens, des rappels, des informations sur les différentes ressources d'aide. Donc, vous allez retrouver effectivement le fameux site Addicted dont vous a parlé Ariane ce soir. Au-delà, sur ce site Addicted, je complète aussi, vous avez donc ce fameux forum avec les patients experts qui est extrêmement riche. Vous allez retrouver aussi un annuaire qui va venir géolocaliser un certain nombre de ressources et d'acteurs auprès desquels vous pouvez aller en consultation, France entière. Vous allez retrouver des addictologues, vous allez retrouver les lieux de consultation gratuits, ce qu'on appelle les XAPA. Vous allez retrouver les structures hospitalières, les associations, etc. Et ça, c'est France entière. Et vous allez retrouver également, au-delà de toutes les informations pratiques sur les différentes formes d'addiction, que ce soit sur les produits ou les comportements, vous allez retrouver aussi, c'est très important, des tests, des autotests qui permettent de s'auto-évaluer pour savoir si sur les jeux, sur Facebook, sur l'alcool, sur le tabac, sur le cannabis, etc., où est-ce que vous en êtes? Comment est-ce que vous vous situez justement en termes de pratique? C'est des questionnaires qui, bien évidemment, sont anonymes, que vous pouvez passer de manière très simple en ligne sur ce site Internet. Vous allez retrouver également des numéros verts. Vous allez retrouver drogue info service, tabac info service, joueur info service, etc. Donc des numéros verts que vous pouvez appeler si vous êtes en difficulté, mais également si vous êtes un proche, bien évidemment. Et puis, vous allez retrouver également des informations sur des groupes d'entraide, ce qu'on appelle, alors on pense souvent aux alcooliques anonymes, hein, qui est l'un des mouvements les plus connus, mais vous avez des groupes sur d'autres sujets. Vous avez les débiteurs anonymes pour les personnes qui sont sujettes aux achats compulsifs. Vous allez retrouver des groupes pour le cannabis, vous allez retrouver les narcotiques anonymes pour les produits stupéfiants, vous allez retrouver les joueurs anonymes, les dépendants affectifs et sexuels anonymes, les outre-mangeurs anonymes, si on parlait des troubles du comportement alimentaire tout à l'heure. Voilà, donc vous avez comme ça plein de groupes d'entraide qui sont ouverts. Et je vous invite, si cette thématique vous intéresse de proche ou de loin, de pouvoir participer ne serait-ce qu'une fois à une réunion, voir un petit peu comment ça se passe, comment se construisent ces réunions, les programmes de rétablissement qui sont proposés. Pour ça, vous allez sur leur site internet respectif, hein, au nom du mouvement, et il faut qu'à côté de la réunion soit indiqué un petit O entre parenthèses qui signifie que la réunion est ouverte aux non-malades. Et puis, si elle n'est pas ouverte, vous le signifiez au début et vous demandez au modérateur s'il est possible ou pas, si les gens acceptent que la réunion soit ouverte. Donc, je vous incite vraiment, c'est vraiment très riche de pouvoir participer à ces différentes réunions. Merci Alexis. Donc, la bande dessinée sera aussi disponible sur le site de CCMO Mutuelle. Je souhaite maintenant vous remercier. Donc, je souhaite remercier nos intervenants, Alexis, Ariane. Merci pour vos conseils. Merci. Merci Je souhaite beaucoup. remercier Monsieur Mainviel, notre directeur général, qui a participé et suivi la conférence avec attention. Et puis enfin, je souhaite également remercier les personnes qui ont organisé cette conférence. Donc, je pensais à Pauline et à Chloé, qui travaillent sur le dossier depuis plusieurs semaines pour faire de ce rendez-vous un moment convivial et puis d'échange sans tabou. J'espère que vous avez eu toutes les réponses à vos questions. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.